Attention, clap. Bon. Donc bonsoir. Donc notre thème de ce soir, c'est les gens qui utilisent le jeu dans leur métier, ou plus ou moins dans leur métier. Ouais. On affinera justement. Et du coup, pour commencer, très simplement, vous pouvez peut-être chacun vous présenter, dire ce que c'est votre métier. Et du coup, on aura fait ça. Vas-y, je t'en On va prie. enchaîner sur la pratique du jeu dans votre métier. Ok, donc moi c'est Colline Batty. Alors moi j'utilise le jeu dans mon domaine qui est donc l'humanitaire parce qu'en fait je m'occupe beaucoup de tout ce qui est sensibilisation des jeunes, des adultes sur différentes thématiques et donc surtout sur tout ce qui est lutte contre les discriminations, sur l'interculturalité et donc voilà faire interagir les gens aussi sur le vivre ensemble, voilà, globalement. Donc moi c'est Marie et je suis psychologue. J'utilise les jeux de société pour autant en groupe que en face à face, amener à faire plein de choses. Mais je pense qu'il vaut mieux pas que je détaille tout de suite parce que donc, je suis psychologue, je m'appelle Marie et j'aime bien les jeux de société. Moi, je m'appelle Gauthier, j'aime bien les jeux de société. Moi, je suis kinésithérapeute. Alors, je pense qu'on m'a invité aussi ici parce que dans le cadre de la triche, je suis dans le cadre de mon bénévolat, je fais des interventions à l'APF, à l'Association des paralysés de France, pour leur proposer des jeux de société qu'on a ici dans cette ludothèque, mais qu'ils n'ont pas eux. Mais c'est pas à proprement parler du travail que je fais avec eux. Donc on l'évoquera, mais je pense que je pourrais évoquer aussi la partie le jeu comme média d'apprentissage en kinésithérapie et puis dans d'autres domaines de la rééducation. Voilà. Oui, du coup, dans l'ordre que vous voulez, maintenant un peu plus en détail, vous pouvez nous donner un exemple d'un jeu que vous utilisez dans le cadre du boulot et en expliquant un peu à quoi il vous sert dans le cadre du boulot. Pourquoi vous utilisez celui-là dans ce cadre-là? Moi, c'est le ballon. Vas-y, toi, peut-être. Enfin, fais le don parce que. Moi je vais peut-être commencer par prendre Speech parce que c'est celui que je vois là. Et je l'aime bien parce que on peut vraiment faire pas ce qu'on veut avec, mais ce sont des images qu'on peut tourner, on peut avoir d'autres faces que celles qu'on voit seulement. Le but du jeu avec les jeunes que je vois, c'est souvent d'apprendre à prendre plaisir quand on pense ou quand on agit, quand on fait des choses aussi ensemble. Donc là, Speech, je l'utilise beaucoup pour les jeunes qui ont besoin, comme moi, là tout de suite, avec le stress, de mettre de l'ordre dans leurs pensées et dans leurs mots. C'est assez rigolo parce qu'on peut inventer une règle ensemble, même s'il y a une règle qui existe, même plusieurs règles dans le cadre de ce jeu. On a le matériel qui est assez explicite, puis ensemble, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on va être amené à découvrir ensemble avec ce support-là. Donc, ce qui vient assez naturellement, c'est créer des histoires avec les images qu'on voit. Et déjà, c'est pas mal. C'est un bon sport. Je ne sais pas si vous y avez joué, mais c'est déjà pas évident de trouver une histoire qui prend toutes les images qu'on a choisies. Et puis, on peut aussi s'amuser à changer une image, à intercaler, à changer l'ordre, prendre les mêmes et puis les mettre dans un autre sens et puis voir ce qu'on fait avec, quoi. Ce qui, mine de rien, n'est pas si évident non plus. Et c'est toujours rigolo. Du coup, tu es déjà dans le détournement de la règle et le détournement du jeu au service de tes objectifs. Ça vient utiliser directement le jeu comme il est prévu. En fait, ça vient assez vite parce que en fonction de la personne, parce que c'est très très adapté et adaptable en fonction des besoins aussi de la personne en face, soit la règle elle-même, justement, ça va répondre à un besoin et puis à une envie aussi, soit dès le départ, la règle ne va pas être envisagée telle qu'elle est. Par toi ou par eux? Alors, pour être démagogue, je vais dire mais par eux. Mais en vrai, il y a bien moi aussi qui amène un petit peu en fonction de ce que j'estime être le besoin, la chose à travailler, la chose à pointer, quoi. On y reviendra sur cette question-là. Je vais essayer les autres de les raconter aussi un peu bien sûr. un usage spécifique. Alors moi, contrairement à Marie, j'utilise plutôt des jeux qui existent déjà, mais par contre, c'est pas un jeu qu'on joue chez nous, ça va être un jeu qu'on utilise par exemple dans les établissements scolaires, c'est-à-dire qu'il a été créé dans le but de faire passer un message. Donc là, ça me fait penser par exemple à Save the City, donc ça c'est une illustration du plateau de jeu. Donc Save the City, en fait, c'est un jeu coopératif qui a été créé par une association qui s'appelle la Ligue de l'enseignement
et qui permet de jouer avec un groupe d'une dizaine d'élèves et ensemble ils doivent détruire le mur des discriminations. Et du coup, donc, ils vont avoir le droit de faire plusieurs actions, donc vraiment comme dans un jeu coopératif classique. C'est-à-dire ils ont le droit soit de se déplacer, soit de piocher une carte, soit d'échanger une carte avec les autres. Et en fait, donc, alors il n'y a pas vraiment de stratégie dans le sens où c'est surtout du hasard, parce que ça dépend vraiment des cartes qu'ils piochent. Mais par contre, c'est vraiment un jeu qui est fait pour discuter et pour montrer qu'en fait, on est plus fort à tous plutôt que de jouer chacun dans notre coin. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer un peu ce que c'est qu'un jeu coopératif et surtout pour leur montrer que la coopération c'est plus important pour le vivre ensemble que l'égoïsme. En gros, c'est ça le message qu'on transmet par ce genre de jeu. C'est un jeu qui a un message. Voilà, c'est un jeu qui de base a été créé pour le message. Voilà, un exemple. Moi, dans le cadre de mes interventions à l'APF, c'est pas trop... je peux citer plusieurs jeux que j'ai choisis, mais le choix il se fait en fait en fonction... c'est complètement bateau ce que je veux dire, mais du public que j'ai en face de moi, et en général c'est un groupe, et c'est un groupe extrêmement hétérogène. Vous, quand vous venez ici, il y a des gros joueurs, il y a des moins gros joueurs, il y a des cocktail gamers, etc. Mais ils ont tous à peu près le même niveau cognitif, le même niveau moteur. Ce que moi je ne rencontre pas forcément avec les adhérents de l'APF qui viennent le vendredi après me jouer. C'est-à-dire qu'il y en aura un qui sera en fauteuil, qui sera limité dans ses mouvements, un autre qui a un problème plus cognitif, c'est-à-dire que la réflexion, l'anticipation, penser à 2 coups d'avance, c'est pas possible. Un autre qui parlera pas, donc pour savoir un petit peu voilà. Et donc, il faut essayer de trouver des jeux, soit le jeu idéal qui convient à tous, soit effectivement peut-être un petit peu travestir les règles de base pour qu'il soit adapté. Et juste un petit parallèle. Les ergothérapeutes, alors je ne sais pas s'il faudra que j'explique ce que c'est qu'un ergothérapeute. Les ergothérapeutes, tu peux peut-être. Voilà, bon, je suis kiné dans un centre de rééducation et donc moi c'est voilà, enfin j'exagère, mais voilà, c'est obligé. On s'occupe d'enfants et d'adolescents qui sont infirmes moteurs cérébraux, qui ont eu un problème à la naissance. Ils ont un handicap moteur. J'ai du mal à marcher, je suis en fauteuil roulant, etc. Puis ils ont toute une panoplie de déficiences cognitives de tout ordre. Et donc, en plus des kinés, il y a des ergothérapeutes. Étymologiquement, c'est la thérapie par le travail. Et c'est les activités de tout type pour essayer de réapprendre à se servir de ses mains, à penser, à dénombrer, à se repérer dans l'espace, etc. Donc les ergothérapeutes utilisent pas mal le jeu comme moyen d'apprentissage. Et elles ont fait toute une panoplie de jeux qu'on trouve dans le commerce. Un jeu abstrait qui s'appelle Pylos, avec des petites billes, qu'elles ont fait avec des balles de tennis, pour avoir un truc vachement plus gros, préhensible, visible. Et voilà, il y a toute une panoplie de jeux comme ça qu'elles ont fait, qu'elles ont travesti pour qu'ils soient adaptables à ceux qui ont des déficits visuels, à ceux qui ont des problèmes moteurs et qui ne peuvent pas faire des préhensions fines, etc. Voilà. Donc c'est pas tant, il n'y a pas de jeu phare, c'est juste qu'il faut trouver à la table en général. On a des gens différents avec vraiment des déficiences différentes et c'est difficile de trouver le jeu qui peut amener une certaine cohérence là-dedans. Voilà. Du coup, toi, ton critère de choix, c'est d'abord des jeux utilisables. C'était un petit peu essayer de savoir à l'avance ce qui pourrait plaire et puis après c'est vraiment l'essai-erreur, quoi. C'est vraiment l'essai-erreur. Il y a des jeux, je pensais, qui ne marcheraient pas du tout parce que trop calculatoires et en fait qui passent très bien. Il y a des jeux auxquels on pense qu'un certain public ne peut pas avoir accès parce que anticiper les coups c'est difficile alors qu'en fait c'est tout à fait possible. Et à part ça, un petit jeu de bluff tout bête, devoir bluffer, cacher ses intentions, c'est pour certains extrêmement difficile, quoi. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu arrives petit à petit à construire une liste de critères où tu te dis un peu plus précisément à l'avance? Non, c'est plus la liste des gens qui sont en face de moi, où je sais que voilà, ils ont adhéré plutôt à tel ou tel jeu. Ou sinon, au début, enfin la première année que j'ai fait ça, j'avais commencé
essayé d'adapter un ou deux jeux, mais j'ai pas fait beaucoup, à faire des... il y avait un jeune qui avait aucun moyen de... qui était athétosique. Alors les athétosiques, ils sont en fauteuil, ils ont toute leur tête, mais c'est une cocotte minute motrice, c'est-à-dire que ça saoule peut-être, non, hein, je ne vais pas continuer. Quand ils veulent faire un mouvement, ils veulent attraper le portable, et ben le bras il part là-bas, ils n'ont aucun contrôle fin du mouvement, et même au repos, ça bouge dans tous les sens, ils n'ont aucun contrôle du mouvement. Donc c'est très très difficile pour eux de communiquer, sauf que parfois on leur fait des tableaux avec des pictogrammes où ils arrivent à désigner tel picto pour faire des phrases, etc. etc. Et donc j'avais fait des planches avec des pictos simplifiés pour qu'ils puissent me dire telle action à tel endroit, telle action à tel endroit, quoi. Mais c'est tout, quoi. Voilà. Du coup, tu n'as pas de critères généraux de choix de tes jeux. Ça se construit... Premier critère, c'était plus les jeux abstraits, parce que c'est un public qui n'est pas forcément habitué aux jeux type moderne qu'on a ici, avec des thématiques. Et j'avais peur que la thématique soit déroutante pour eux, qu'il y ait des nouvelles mécaniques, le fait de jouer tous ensemble, le fait de ne pas jouer tour par tour, enfin d'avoir des mécaniques différentes. Déjà, c'est assez déroutant. Si en plus il faut rajouter une mécanique, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Mais j'avais peur que ce soit un petit peu déroutant, donc c'était plutôt des cocktail games et des jeux abstraits que j'utilisais. Ok. Alors, du coup, je vais relancer tes deux collègues sur la même question. Comment vous choisissez vos jeux? C'est quoi vos critères pour les choisir? Sur quoi vous vous basez pour dire je vais utiliser celui-là plutôt qu'un autre? Alors moi je me base déjà quand même sur les jeux existants, sur les thématiques que je dois aborder. Et en fait les thématiques elles sont définies en général par un établissement scolaire qui fait appel par exemple. Donc moi j'ai été pas mal dans la Ligue de l'enseignement et là actuellement à SOS Racisme. Et c'est vrai que du coup ils nous appellent nous en disant bah voilà on veut une intervention sur tel domaine, lutte contre les discriminations, interculturalité, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire, combien de temps vous avez besoin, etc. Donc en fait on va surtout se baser sur le public qu'on a. Donc si on est avec des collégiens ou des lycéens on va pas forcément prendre le même jeu. Ensuite combien de temps on a, parce que si on n'a qu'une demi-heure ou une heure, et ben, on ne va pas pouvoir faire grand-chose au niveau des jeux. Donc, et après, si par contre on a 4 heures, et ben, on prévoit 1 voire 2 jeux. Et ensuite, donc voilà, sur la thématique, ça va aussi beaucoup varier, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, c'est vraiment en fonction de ce qu'on nous demande. Mais tu ne tapes que dans des jeux qui sont des jeux à message sur cette thématique des organismes dans lesquels tu bosses. Oui, voilà. Tu ne vas pas chercher ailleurs d'autres jeux. Bah, en fait, tous ces jeux-là, nous, on regarde. Je regarde pas que dans les jeux qu'on a chez nous. Je regarde dans les jeux qui sont sur ces thématiques-là. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose dans notre milieu où on partage énormément. Donc en fait, il y a des plateformes sur Internet où on va avoir plein de jeux qui sont accessibles à tous. Et soit on se les imprime nous, soit on se les échange, on se les prête entre assos. Mais c'est vrai qu'on fonctionne énormément dans le réseau associatif avec des jeux à thème et à message. Voilà. D'accord. Et tant que le message est le bon, le jeu est bon. Ouais. Tu n'as pas d'autres critères ensuite pour dire est-ce que je prends celui-là ou est-ce qu'il est pas Alors bon? après, on adapte souvent, parce que voilà, quand on a un message à faire passer, donc voilà, donc il y a d'abord l'établissement qui a son message à faire passer, et donc nous après, on va adapter en fonction aussi de ce que nous, comment on vit le message qu'ils veulent faire passer, parce que bon, si on n'est pas en accord avec l'établissement, ça va pas pouvoir le faire. Donc en général, il y a quand même une thématique qui nous concerne, qui concerne ce qu'ils veulent faire passer comme message. Et ensuite, donc, on va vraiment construire l'intervention en fonction donc, de tout ça. Mais oui, ici, on va adapter quand même souvent les jeux. On va changer une petite règle. On va, par exemple, dire, ah bah voilà, on va prendre que telle et telle carte du jeu parce que nous, on veut plutôt axer aujourd'hui le message sur telle partie du jeu. Donc oui, on va quand même souvent adapter, puis avec le public aussi. Ouais, oui, en tout cas, dans ce que tu dis, c'est très vraiment adapté en fonction du message et de se concentrer sur une partie du message ou l'autre. Oui, mais c'est vrai que oui. Pas tellement sur les mécanismes de jeu, les modes de jeu. Non, là ce sera vraiment nous, c'est plus pour la sensibilisation, donc on reste quand même focalisé sur un message. Voilà.
Moi, je veux beaucoup rejoindre Gauthier sur certaines démarches pour chercher un jeu. C'est-à-dire que si on se concentre sur le public d'abord, après, moi, je ne vais pas avoir la même contrainte au niveau moteur. Donc déjà, je pense que ça restreint moins les choix de jeu, mais au niveau des mécanismes, le fait que la règle se fasse d'une certaine façon et pas d'une autre, c'est des choses qui vont être très importantes. Après... Tu as un exemple que tu peux préciser, ce que tu entends par que la règle se fasse d'une manière ou d'une autre? Les jeux, par exemple, je pense là tout de suite à Pictomania, qui est un jeu de dessin où il faut jouer tous ensemble en même temps, on dessine tous en même temps et on devine tous en même temps qu'on dessine. Ça, j'imagine très mal comment l'avoir dans mon cabinet, par exemple, parce que c'est déjà rien que le mécanisme, c'est quelque chose qui est toute une démarche. Alors je dis pas que c'est pas intéressant, au contraire, hein. C'est juste que là, je pense qu'il faut quand même des conditions très spécifiques de groupe pour que ce soit pas un frein, mais que ce soit vraiment un atout d'avoir cette règle de jeu complètement chaotique, quoi. Mais sinon, le fonctionnement tour par tour, pardon, quelque chose qui va rejoindre un petit peu le champ du connu, aussi, ça va être intéressant. Après, très honnêtement, ça m'arrive plus souvent de choisir un jeu parce que j'ai tout le temps un peu en tête les choses que je cherche à trouver. Puis quand je vais venir ici pour jouer, je vais faire un jeu, puis je vais me dire, oh, mais attends, celui-ci, en fait, le matériel est super, si on faisait ça... Enfin voilà, ça va plus être par la découverte aussi que moi je vais faire. Parce que j'ai pas, je pense, encore l'expérience de dire oui, alors il me faudrait un jeu abstrait qui se joue en tour par tour, qu'on puisse être à deux ou en groupe, donc ça va être celui-là. Je pense que c'est un petit peu trop compliqué. Mais pourquoi pas? Mais du coup, pour préciser, parce que tu parlais d'accessibilité comme Gauthier, mais tu dis aussi qu'il y a des trucs que tu as en tête quand tu joues, qu'il y a des trucs que tu cherches. Oui. C'est quoi comme genre de truc? Par exemple, si je suis dans une situation où je vais me dire, mais ça c'est dommage, j'ai pas de jeu pour faire de l'analyse visuelle rapidement. Ça m'embête, j'en ai pas. Et puis le soir, je vais jouer à Double. Je vais faire waouh, mais moi là, je travaille mon analyse visuelle rapide. Donc peut-être que je vais voir si c'est possible de l'adapter. Ouais. Ah, c'est plus ça que j'avais en tête. Je sais pas si ça répond. Tu as une grille de lecture qui est plus sur des aspects cognitifs. Oui, en fait, je pense que de toute façon, on finit par avoir, quand on rencontre le jeu dans un autre domaine que juste notre loisir, on a une grille de lecture qui en est différente. Alors, elle n'est pas tout le temps activée, hein, j'espère, mais elle est quand même présente, je pense. C'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir laquelle, selon les métiers, et c'est pas la même. Je vais faire juste un petit distinguo. Moi, mon intervention à l'APF, elle est purement ludique. C'est-à-dire que c'est le jeu pour le jeu, sans aucun objectif rééducatif ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment... voilà, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils s'amusent. Donc il faut juste trouver le jeu auquel ils peuvent jouer pour s'amuser. Mais il n'y a pas de, je sais pas comment dire, d'objectif derrière cela. Contrairement à Marie. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Dans un cadre comme ça, l'objectif juste s'amuser, c'est déjà il ne va pas déjà assez loin, il suppose pas des choses derrière déjà. Non, mais parce que moi je suis rééducateur, donc forcément je vois la dyspraxie, la limitation d'amplitude, etc. Et on n'a pas, voilà. On n'a pas forcément un objectif thérapeutique direct. Et je mets pas ma blouse quoi quand je vais à l'APF. Par contre, effectivement, en tant que kiné et puis les ergothérapeutes au centre où je bosse, le jeu est un moyen d'apprendre ou de compenser ces difficultés motrices ou cognitives. Quoi. Mais effectivement, c'est un but en soi. Mais, je veux dire, tu fais quand même tout un travail, toute une démarche pour animer dans ce cadre-là, ce qui n'est pas simple. Ouais. Mais j'ai pas d'objectif de faire passer un message, j'ai pas d'objectif de faire travailler l'analyse visuelle ou la pragmatique ou j'en sais rien. Et le seul objectif, c'est qu'ils partent en me disant ouais, on a bien aimé ce jeu et reviens la semaine prochaine, quoi. Enfin reviens le mois prochain. Mais voilà. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas une absence d'objectif. Ah non, tout à fait. Mais c'est pas. Il n'y a pas de rééducation sous-jacente. Mais tu dirais que ça te fait une grille de lecture aussi, que quand tu vois un jeu, tu te rends compte que tu le vois différemment ou que Très honnêtement, l'APF, j'y vais une fois par mois depuis 2 ans, donc j'ai pas assez de recul. Et voilà.
C'est une activité extra-professionnelle, pas fréquente, il n'y a pas des masses de monde, donc j'ai une vue trop parcellaire de ce que ça peut être. Et ça reste quand même, malgré tout, je suis kiné, je suis joueur, mais ça reste déconnecté de ma profession. Oui, c'est moi au centre de ton boulot. Ouais. Voilà. Du coup, tu parlais du plaisir des joueurs, on va repartir là-dessus, c'est bien, tu me fais des transitions à chaque fois. Non, mais du plaisir des joueurs, du coup, sur ces temps-là où vous les faites jouer, quel retour vous avez? Enfin, quel retour de leur part, et pour vous, est-ce que ça correspond au résultat que vous attendez? En gros, ça donne quoi quand vous utilisez ces outils-là? Alors, nous, en général, c'est très très bien perçu parce que comme on intervient en milieu scolaire, pouvoir faire des jeux, c'est vachement cool. Donc déjà, ils sont toujours très motivés pour jouer. Donc ouais, nous, c'est toujours bien perçu. Mais donc voilà, nous, notre but, justement, c'est de dépasser ce stade du jeu et de faire en sorte que finalement, ils posent des questions, ils s'interrogent et qu'ils arrivent par eux-mêmes à trouver des réponses et des conclusions sur le thème qu'on aborde justement. Donc voilà, nous c'est plutôt justement de trouver une solution pour attirer les jeunes à se questionner et du coup, ouais, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien pour les attirer, ça marche aussi bien pour le message? Pour le message aussi en général, parce que c'est vrai que les thématiques que les établissements veulent aborder, c'est vraiment des thématiques de tous les jours qui sont hyper importantes et qui les touchent vraiment. Donc ça les touche, la thématique, la façon de faire souvent aussi. Donc en général, on n'a pas de souci. Après, il y a des fois où ça peut être un peu compliqué si ça touche trop, justement. Parce que quand on est sur la lutte contre les discriminations, par exemple, et que y en a un dans la classe qui a été discriminé d'une façon ou d'une autre, des fois, voilà, il y a aussi toute cette partie après à gérer qui est justement l'un qui a subi une discrimination, un autre qui en a peut-être fait une à un moment. Et du coup, voilà, là, c'est ce rôle-là qui est après un peu différent, mais globalement, ouais, ils arrivent au message par eux-mêmes parce que c'est des choses qui les questionnent tous les jours. Et donc là, ils ont l'occasion d'en parler, quoi. Et à ton avis, ils sont encore dans le jeu quand ils en parlent ou pas, ces difficultés-là ou... Il y a les deux. Ils sont dans le jeu comme excuse pour, et en fait, après, ils disent clairement leur ressenti personnel, etc. En fait, le jeu, c'est vraiment un outil pour les libérer leurs paroles et faire que, justement, des choses qu'ils n'oseraient pas dire, à la limite, ils le mettent sur le compte du jeu, mais dans la réalité, on sait tous très bien que c'est du vécu. Et justement, on laisse bien le jeu en tant que jeu, dans le sens où, comme ça, on ne dit pas est-ce que toi, tu as vécu ça? On va éviter ça pour ne pas mettre la personne mal à l'aise. On va dire oui, alors là, dans le cas de cette personne qui serait victime de discrimination. Donc voilà, oui, on utilise le jeu pour aussi leur laisser dire ce qu'ils auraient à dire, mais plus simplement, et sans que ça les touche trop. Voilà. Pour revenir sur ce que tu disais du ludique et du retour sur le ludique, moi je te dirais que déjà le fait même de choisir que ce soit un jeu de plateau par lequel on va communiquer et pas un jeu sur ordinateur ou une histoire, parce que après on peut utiliser plein de médias, mais le fait même de choisir le jeu, c'est parce qu'on sait qu'il y a déjà eu un retour, ou il y a déjà en tout cas des choses qui ont pu laisser penser que va y avoir du plaisir à jouer. Parce que je pense notamment aux jeunes qui viennent parce qu'il y a un échec scolaire, un trouble des apprentissages, et puis besoin de venir voir la psy, machin. C'est hyper important qu'on ne soit pas dans un domaine qui soit trop scolaire-like, quoi. Parce que ça permet... Voilà, tout à fait. Si tu viens exprès pour pointer quelque chose là où ça fait mal et de la façon où ça fait mal, et puis histoire de bien mettre en échec, je ne pense pas que tu arrives à faire quoi que ce soit. Alors que casser un petit peu le carcan hyper académique en faisant quelque chose qui est vraiment connoté du plaisir, du on s'amuse, et puis même si on perd, c'est pas grave, parce que voilà, c'est vraiment central dans le comportement, dans ce que tu amènes. Après, le retour, si le retour c'est je me suis bien amusée, ou le retour c'est on pourra le faire la prochaine fois, c'est parfait. Okay. Mais aussi le retour du vraiment c'était trop nul, ça me fait mal à la tête, c'est bien aussi. Donc c'est... Du coup, ça rejoint complètement ce que disait Colline, c'est que rien que la forme jeu en termes de plaisir et de dissociation du monde scolaire, ça en soi ça marche. En termes toi de tes objectifs professionnels, si j'ai choisi le jeu, c'est si pour les jeunes parce que c'est pas tout le temps le jeu la clé de tout, mais
pareil, il y a de l'essai-erreur, hein. Des fois je me dis, ah bah là, tel jeu ça va être bien, puis ça donne rien du tout. Mais effectivement, le but ça va être pour entraîner, peut-être accompagner une correction qui se fait déjà par ailleurs aussi, dans un cadre, j'allais dire abstrait, mais voilà. Puis après, il y a un transfert de ce que j'ai su faire dans le jeu, bah, je saurais le faire ailleurs. Voilà. Moi, je voulais rebondir un petit peu là-dessus par rapport à ma pratique kiné, où moi, je me suis pas mal occupé. Enfin, voilà, c'est un peu là-dedans que je me suis spécialisé, c'est de la rééducation de jeunes ou d'enfants infirmes moteurs cérébraux. Le travail, c'est complètement antinaturel. Enfin, je dis ça, voilà, c'est vrai. Non, mais c'est vrai pour les enfants. Et c'est tellement vrai que nous, dans la rééducation, un enfant qui a des problèmes moteurs, neuromoteurs, le seul et unique média, c'est le jeu. Pourquoi ? Parce qu'il va prendre du plaisir. Un exemple, un petit gamin, voilà, on a tous, quand on est tous, on a tous un genre de pack-office moteur qui est inscrit en nous, une motricité innée, se retourner, ramper, etc. Pourquoi on l'utilise ? Parce que on voit un ballon, et on va se retourner, essayer de ramper pour attraper le ballon, le faire rebondir, etc. etc. Et c'est quasiment le seul truc qui est accessible aux enfants, qui nous est accessible pour pouvoir entamer une rééducation avec des tout petits enfants ou des petits enfants. C'est le jeu, parce que il y a une envie d'aller attraper le jouet, le hocher, d'aller attraper le ballon, etc., de tenir en équilibre, et parce qu'il y a un plaisir corporel à le faire, etc., à tomber comme à réussir, et à partir du moment où ça reste un petit truc accessible, c'est pas possible d'imaginer autre chose contrairement aux ados ou aux adultes à qui on a inculqué la notion de travail. Et je sais pas, mais je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi, à des adultes, si on leur propose un jeu, c'est pas de leur éducation, quoi. C'est exactement ce que je pensais. Et tandis qu'avec la petite enfance, c'est le truc le plus naturel pour... voilà. C'est par là qu'on passe. Pourquoi est-ce qu'on se met à marcher ? C'est parce qu'on a vu des ballons, des trucs, et qu'on a voulu se retourner, se mettre à quatre pattes, à genoux, chevalier servant, se dresser, courir, faire du vélo, etc. etc. Donc vous êtes globalement tous les trois d'accord sur le fait que déjà c'est un ressort de motivation pour le jeu, pour vos publics. Quand on le choisit, oui. Parce qu'effectivement, il y a aussi le piège de se dire on va casser un petit peu le côté travail, et que justement, c'est pas du tout l'attente non plus de la personne qui est en face. Et parfois même chez des enfants, quand ils sont conscients que si je viens là, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler, t'es bien mignon, mais tu vas me ranger ces cartes et puis on va vraiment faire du travail. Moi, j'ai amené mon cahier, mon stylo, c'est pour travailler. Et ça, même à 6-7 ans, ça se voit. Donc, encore une fois, c'est beaucoup être à l'écoute de qui on a et de ce qu'on vient faire. Parce que même si c'est un seul intitulé de métier, c'est chaque personne une aventure différente. C'est beau ça. Et là, du coup, je rejoins un peu Marie à ce niveau-là, parce que donc pareil, nous, donc on amène les jeux, donc forcément, ça leur donne l'envie de jouer. Et c'est vrai que des fois, ils peuvent se dire ah bah super, le cours c'est fini, et donc là ils se croient en cours de récréation et ils sont partis dans le jeu. Et là, du coup, il faut qu'on soit là quand même pour recadrer un peu, pour dire oui, c'est sûr qu'on va changer un petit peu, vous n'allez pas juste nous écouter et on va vous faire notre blabla sur ce qu'on a à vous dire. Mais vous aussi, il faut que vous jouiez le jeu un petit peu et que quand même vous gardez en tête qu'on est là dans un but précis et qu'on n'est pas là juste pour la récré, parce que ça, vous l'aurez dans une demi-heure, une heure. Voilà, là, on reste quand même dans un cadre un peu spécial. Donc on fait quelque chose de ludique pour que ça vous intéresse plus, parce que voilà, on a envie de parler avec vous, avec des choses qui vous plaisent, etc. Mais voilà, on est aussi là pour quelque chose, donc essayez de trouver le juste milieu en fait. Vous avez amené une question prévue, pénible, mais c'est pas du tout pour vous attaquer. C'est encore du jeu s'ils jouent pour autre chose que pour jouer? Est-ce que c'est encore du jeu quand tu joues pour gagner? Le gagner, il se passe dans le jeu. Oui. Là, vous les faites jouer avec des préoccupations qui sont externes au jeu. Il y a des gens qui disent que c'est plus du jeu. Oui, mais par exemple, là, moi, ils jouent pour gagner, dans le cadre du coopératif, ils jouent pour gagner le vivre ensemble, ils jouent pour gagner... c'est ce que tu disais, si des vitraux, tu leur rappelles qu'on joue quand même pour un objectif de production de quelque chose de sérieux. Moi, je dirais que c'est quand tu ne rentres pas dans le cadre du jeu que tu faisais. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris quand tu le disais.
que tu rappelles que on est là pour jouer, ok, mais du coup on n'est pas là pour faire Tarzan au rideau, c'est voilà, c'est ça. s'occuper de ce qui est présent. Parce que tu as le cadre du jeu, et puis tu as le cadre dans lequel tu le présentes. Moi je pense, en tout cas dans la façon que j'ai de l'utiliser, même si j'explique à chaque fois on va faire ça parce que ça va faire travailler ça, des fois je le dis après, tu vois là on a travaillé ça, ou vous voyez là on a travaillé ça, mais si eux jouent dans le but de se dire il faut que je travaille mon analyse visuelle, puisque c'est l'exemple que je prenais, alors là déjà c'est que je m'y suis mal prise, je pense. Parce qu'on perd complètement le côté jeu de société parce que c'est ludique, parce que ça fait passer quelque chose de différent. Comment tu gères du coup cette contradiction qu'ils le font pour ça? Il faut quand même qu'ils l'aient en tête un minimum, mais pas trop pour que ça reste du jeu. Alors, je vais dire un truc qui certainement est très bateau, hein, mais je pense qu'à un moment donné, tu sens si vraiment il y a le jeu parce que le jeu est marrant et le jeu parce qu'il faut le faire. De la même façon que quand tu vas dans n'importe quelle classe d'école, tu as des cours qui sont faits pour s'amuser mais travailler quand même, et puis tu as des moments de pure détente. Et je pense que tu te rends compte de l'ambiance qu'il y a et puis de la relation. Parce que si c'est du jeu de société, c'est que tu es en relation avec la personne qui joue avec toi. Si la relation elle est rompue, alors le jeu n'a pas lieu d'être, ça peut être n'importe quoi d'autre. Enfin, c'est mon point de vue à moi. Je veux pas m'avancer pour les copains, mais... Plus que le jeu, sur l'aspect éducatif, nous les jeunes, ils savent pourquoi ils viennent. On ne peut pas leur mentir, leur faire miroiter un jeu. Enfin voilà, et c'est vraiment, est-ce que c'est pas trop pénible? Est-ce que c'est suffisamment de plaisir pour avoir envie de revenir la semaine prochaine, quoi? Et il y a vraiment cette notion de se dire que ils y gagnent aussi, pas seulement sur le fait qu'ils se disent ah bah ouais, maintenant je marche mieux, enfin ça participe à ça, mais aussi c'est une bête notion de plaisir, quoi. On peut très bien se dire bon, je joue, mais je sais que c'est pour tel ou tel objectif derrière, pas pour le jeu, mais je me marre et puis voilà, je reviens. Si je peux digresser du sujet en rebondissant sur ce que tu dis, moitié digression, moi je trouve que effectivement c'est plus honnête les jeunes, ou même les moins jeunes qui viennent vers nous, ils savent pourquoi, comme tu disais, hein, on ne les prend pas en traître non plus. Moi je trouve que c'est plus questionnant d'avoir des jeux qui se vendent pour offrir à un anniversaire ou pour avoir à la maison, qui sont des jeux hyper éducatifs où en même temps que tu joues, tu apprends à différencier les couleurs, les musiques, faire le café. Ça me paraît beaucoup plus choquant finalement que quand tu utilises comme médiation plus que comme une fin, quoi. Ouais, donc toi tu joues l'honnêteté en disant que de toute façon ils viennent dans un cadre où ils savent que c'est pas que pour jouer. Oui, ils se doutent bien que je suis pas la personne qui amène le jeu, mais voilà. Et du coup, nous, ce qu'on fait bien quand même, c'est à chaque fois, on a une séance de débrief après le jeu. Et donc, on a la partie où ils vont jouer vraiment. Et donc là, ils jouent un peu comme ils veulent. Alors, on recadre juste s'ils partent complètement sur les côtés. Mais tant qu'ils restent à jouer pour le plaisir et en gardant le principe du jeu, là, donc on les laisse faire, et c'est après que là, on va discuter avec eux, alors, comment vous avez ressenti, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est cette phase-là où on revient dans quelque chose qui est moins ludique et beaucoup plus par rapport au message. Donc voilà, je pense qu'on sépare un peu les deux temps pour qu'ils aient à la fois le plaisir du jeu, mais en même temps, après, la discussion, et là, revenir dans un cadre un peu plus scolaire, un peu plus... voilà, je pense que nous, c'est comme ça qu'on fait. On a vraiment dissocié dans le temps, ouais. À ce moment-là. Dissocié dans le temps, oui. Du coup, à l'autre bout, je fais complètement l'avocat du diable. En plus, c'est pas du tout la position que je défends, mais en tant que joueur, il y a un certain nombre de gens fans de jeux qui défendent que ce que vous faites, c'est pas bien. Pour le dire rapidement, que c'est un dévoiement du jeu. Et que le jeu, ça devrait rester pur pour que... Vas-y, redis, je n'ai pas compris. En plus, c'est pas mon avis. Non, mais voilà, c'est savoir si ça vous pose question ou pas. Dans la définition théorique du jeu, bref, peu importe, le jeu, c'est censé être gratuit. Et improductive, c'est-à-dire ce qu'on fait dans le jeu, ça ne participe que du temps de jeu. Ça n'a pas d'impact en dehors. Ouais. Et donc, du coup, l'argument, c'est de dire qu'à partir du moment où vous l'utilisez d'une autre manière, avec un objectif en dehors, c'est un dévoiement du jeu. Et donc c'est perversion du jeu et que c'est pas bien, c'est plus du jeu. Alors moi du coup j'ai un peu deux réponses à dire. Déjà la première, si
eux, ils ont envie de faire du jeu pour du jeu, qu'ils fassent du jeu pour du jeu. Et nous, Qui si nous on... emmerde pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Et voilà. si nous, on a envie de les utiliser à d'autres fins, je vois pas en quoi ça leur pose problème, tant qu'eux, ils font pas ces jeux-là, déjà. Et puis, deuxièmement, enfin, un jeu, c'est quelque chose qui peut être effectivement très ludique, mais en même temps, moi, je préfère aussi l'utiliser pour un message, parce que je me dis que ça attire plus, et que si on voulait transmettre tout le temps les messages dans le classicisme, on va dire, bah voilà, ça passerait pas, on n'aurait pas l'attention en face de nous, etc. Donc bah oui, peut-être qu'on détourne le rôle principal du jeu, mais moi, enfin pour moi, ça me paraît logique de faire ça, et puis pour moi, ça fait partie du jeu, mais voilà. Si eux, ils le voient comme ça, bah, Ça sert à quelque chose. Qu'importe. Voilà. Enfin, ouais. Bah, moi, je suis venu avec 2 casquettes, l'APF, où ça me choque absolument pas, parce qu'effectivement, je viens de enfin, c'est totalement, enfin, ce que je propose, c'est totalement gratuit. Voilà, c'est le jeu pour le jeu. Et puis ma casquette de rééducateur, où on trouve des moyens ludiques d'amener la rééducation pour éviter une lassitude, pour faciliter l'adhésion et l'adhésion à la rééducation, quoi. Mais ce qui est important, enfin le plus important, c'est ce que la personne qu'on a en face de nous perçoit de ce qu'on lui apporte, plus que eux ce qu'ils en pensent, quoi. Si moi je perçois ça comme du jeu, c'est que j'y prends plaisir. Enfin voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais je trouve. Moi, pour revenir sur la phrase clé, c'est que on joue pour jouer, il n'y a rien d'autre qui se passe, c'est gratuit, donc détourner, c'est de la perversion. Moi, ma réponse brute... Perversion, c'est un peu du détournement, de la manipulation. Ça pourrait pas le dire comme En tout ça. cas, ma réponse, c'est que c'est faux. Il se passe toujours des choses. Après, que ce soit conscientisé ou pas, que tu en parles ou pas, mais il se passe pas juste les règles du jeu. Parce que tu le sais, ne serait-ce que parce que, ok, t'aimes les aventuriers du rail, t'aimes bien parce que, déjà, t'aimes bien parce que c'est différent, parce que t'aimes bien les jeux de cartes, parce que déjà, rien que ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. T'aimes bien y jouer, mais pas avec machin, parce que décidément, lui, qu'est-ce qu'il est mauvais joueur, t'es aussi dans une relation. Il y a toujours des choses qui se passent. Alors après, est-ce que c'est tabou, est-ce qu'il faut pas en parler, parce que sinon, ça donne plus envie d'y jouer? Eh ben, peut-être qu'il faudrait qu'ils viennent me voir, un de ces 4. Non, alors c'est faux, c'est vraiment pas. Voilà, non, c'est pas du tout comme ça que je voulais dire la chose, c'est vraiment de l'humour. Le jeu Mais n'est jamais complètement dissocié de ce qu'il y a en dehors. non, voilà, c'est ça, et que de toute façon, tu peux même. Du metagame. Bah, enfin, ouais, c'est effectivement, on joue jamais 2 fois au même jeu, parce que la deuxième fois, c'est plus la même personne, et c'est plus. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que. Mais on sort jamais indemne, et effectivement, il s'est passé autre chose, même qu'on le veuille ou non. Effectivement. Même au niveau ludique, en fait. Il faut parler bien fort, Ah ouais. on a une chance que le micro nous capte. Attends, on va lui mettre le micro. Non, mais je disais justement que c'est aussi. Ah oui, ce micro-là. Ouais. Non, je disais justement que même au niveau ludique, quel que soit le jeu qu'on fasse, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours une aptitude qui est mise en activation, et donc on améliore forcément un point psychologique, que ce soit conscient ou inconscient finalement, parce qu'au moment où on joue, il y a toujours de la logique ou de la stratégie ou de la lecture ou du réflexe, il y a toujours quelque chose qui est mis en œuvre et qu'on travaille, qu'on a besoin de travailler jour après jour et qui permet de garder un niveau... Conscient ou inconscient, fait exprès ou pas fait exprès. À partir du moment où tu veux rejouer à un jeu, c'est que tu as envie de mettre en pratique ce que tu as pu apprendre de ta première partie, quoi. C'est sûr. Et même, je dirais, même quand tu viens pour jouer juste sans te rendre compte de ce qui se passe ou en voulant pas regarder ce qui se passe, tu vas pas aller vers les jeux où tu as des petites difficultés. Si vraiment mettre des mots sur les choses, tu n'y arrives pas, tu vas pas jouer à Dixit. C'est pas ce qui va te plaire. Donc à la limite, la manipulation qu'il pourrait y avoir, c'est qu'on va t'amener à jouer à des jeux que peut-être tu n'aurais pas choisi tout seul dans les circonstances dans lesquelles tu avais joué. Donc peut-être pour les puristes, ce message, ce serait... aimez-nous un peu, on fait de la pub, donc je sais pas. Enfin, c'est aussi la part de votre travail dont vous parliez, qui est de choisir des jeux. Oui. Cumule adaptation au public et puis au service des objectifs que vous vous donnez professionnellement. Il y a un peu un jonglage entre ces deux parties-là. Il y a, ouais, nous, dans le côté purement rééducatif, enfin, je parle autant pour les ergos que pour les kinés, il y a une notion de, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais de
de zone proximale d'apprentissage, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais voilà, une personne qui n'a jamais joué, ou enfin une personne qui est joueuse occasionnelle, on ne va pas lui proposer un High Frontier ou un jeu monstrueux avec 35 pages de règles parce qu'il ne va rien comprendre, il ne va prendre aucun plaisir, il ne va rien apprendre. Et de l'autre côté, on ne va pas lui proposer Pic Plume parce que, pareil, c'est trop bateau. Et donc, il y a la notion que tu prends du plaisir à partir du moment où enfin, tu sais que tu vas pouvoir gagner un petit peu, Ni trop dur, ni trop dur, ni trop facile. À ton niveau. Un petit peu plus que qui rame un petit peu quand même avant de... Non, mais tu vois, on va en parler. On parlait de critères tout à l'heure, ça c'est un critère. Ouais. Ah oui, c'est clair. Peut-être jauge de difficulté finalement. Et le défi, enfin moi je vois, mais alors, mais c'est pas vraiment du jeu de société, donc je sais pas si ça a sa place ici, mais Le jeu en général. Mais voilà, dans les exercices, parce que c'est des exercices qu'on fait, donc, mais bon, c'est aussi du jeu. Effectivement, la notion de défi, de se lancer un défi sur un truc qu'on ne sait pas faire et qu'il faut à la fin de la séance, à la fin du mois, à la fin de l'année, réussir à faire, c'est un excellent moteur, ça. C'est, Là, vous parlez d'arguments pour. Vous disiez que vous travaillez surtout avec des publics finalement enfants ou ados, qui sont super réceptifs parce que c'est des jeux et du coup c'est pas du travail. Enfin, super réceptifs, j'exagère peut-être un peu. Ouais. Mais du coup, quel discours vous avez par rapport à des adultes? Parce que le jeu c'est pas sérieux. Si. Alors, non, moi juste une courte expérience, après je te laisse parce que je pense, mais bien sûr. mais c'est pas mon quotidien, mais il y a énormément de centres de rééducation ou d'hôpitaux gériatriques, enfin de centres gériatriques. Ouais. Moi j'ai été amené un petit peu à le faire dans mon exercice professionnel, mais qui utilisent la Wii, qui utilisent la balance board, qui utilisent des moyens voilà, pour des gens qui ont peu de mouvement. Et puis même, enfin, l'aquagym ou des trucs comme ça pour les personnes âgées, c'est alors tu retombes en enfance, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a un vrai plaisir corporel à bouger, à faire le couillon, à attraper un ballon, à sauter par-dessus. Enfin voilà, adapté. Mais Et dans ce milieu professionnel-là, tu as l'impression que c'est accepté ça comme argument? Ouais. Après, je pense que le travail en cabinet libéral, c'est pas du tout la même chose parce que tu es plus en relation duel avec quelqu'un. Enfin, peut-être je me trompe, non? Non, tu étais complètement dedans. Et puis je rajouterais même que là, on est aux 10 ans de l'association, on est loin d'être là mon exercice aussi. Peut-être que dans 10 ans, quand on fera les 20 ans de l'association, j'aurai un autre discours avec une autre expérience. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose au niveau de l'acceptation quand quelqu'un vient là, je vois, on commence à s'ouvrir un petit peu sur les personnes âgées qui commencent à avoir besoin de soutien, de stimulation cognitive. Elles viennent, elles le savent, elles savent pourquoi elles sont là. Donc à la limite, c'est l'acceptation de n'importe quoi pourvu que ça m'aide. Parce qu'en plus, il y a quelque chose de l'ordre du besoin, du je compte sur vous, et finalement, n'importe quel jeu de memory sera le bienvenu parce que ça correspond à un besoin qui est identifié, qui est partagé et dans lequel on est actif. C'est la confiance en ta compétence professionnelle qui fait que... Je pense que c'est surtout la conscience en j'ai une difficulté et tout seul, je ne sais pas par quel bout m'y prendre. Donc, quoi que ce soit qu'on me propose, je vais être partant. Et par contre, après, quand c'est quelque chose qui ne va pas être accepté, quand on ne va pas être de la même façon, enfin, face au problème en question, peut-être pas toujours un problème, mais bon, bref, face à la question, c'est là où il va falloir être prudent sur le terrain, parce que un adulte qui a déjà de l'expérience de vie, puis qui a un besoin justement d'être pris au sérieux, de faire quelque chose de sérieux, c'est effectivement pas au jeu de société que je vais penser pour apprendre ensemble à poser des mots sur des choses qui se passent. Alors c'est peut-être aussi parce que moi j'ai pas confiance dans ce média-là pour ça, et qu'il y a ce stéréotype que quand on est adulte on ne joue pas, stéréotype auquel je crois personne ne répond ici, mais qui existe. Mais nous ne sommes pas adultes. C'est ça. Et que du coup tu gardes par contre en tête dans ton... Après oui, je vais le garder en tête et ça m'est arrivé de dire mais je leur ai bien proposé de faire un petit jeu là, mais aussi de dire bon mais est-ce que c'est pour ça qu'il vient, est-ce que c'est vraiment ça le besoin, et est-ce que c'est vraiment pertinent là, faut prendre en compte aussi. Du coup c'est un cap que tu n'as pas tellement franchi pour l'instant. Pas avec des adultes qui venaient pas pour de la stimulation cognitive. D'accord. Voilà. Et du coup moi, donc moi je fais aussi des interventions auprès d'adultes, mais bon déjà c'est pas les mêmes genres d'interventions.
Donc là, j'utilise pas les jeux comme Save the City et d'autres, j'utilise pas des jeux de plateau. On va utiliser plutôt ce qui est jeu de rôle, etc. Donc c'est pas vraiment le thème de ce soir, mais... Ça reste du jeu, hein, ça. Voilà, mais du coup, oui, là, on utilise beaucoup de jeux de rôle où en fait, ils vont se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et donc là, en général, ils acceptent de jouer parce qu'ils ont l'impression d'endosser un rôle et d'essayer de comprendre une personne, en fait. Donc c'est plus du ludique, enfin du jeu pour le jeu, ça va plus être, ouais, voilà, presque du théâtre, en fait. Pour essayer de comprendre une position, pour essayer de voir est-ce que j'aurais réagi pareil. C'est beaucoup plus sur la réflexion, je pense, que sur le jeu. C'est plus visiblement du travail. Je sais pas si on peut dire du travail. Mais c'est plus en eux, peut-être. Mais ouais, parce que ça dépend aussi vraiment du public qu'on va avoir. Parce que moi, quand je travaille plus au niveau d'adultes, par exemple, ça va être quelque chose de très précis. Ça va être dans le cadre d'une préparation au départ pour partir dans un pays du Sud, par exemple. Et donc là, on va leur faire un jeu de rôle sur les différences culturelles. Et donc, on va leur dire, bah voilà, mettez-vous dans la peau de telle personne qui arrive dans tel pays et comment vous réagissez face à telle situation. Donc oui, là, ça va être quelque chose où ils vont être confrontés, où ils peuvent être confrontés. Donc ça peut rendre beaucoup plus au monde réel, peut-être que le jeu. Mais... Et tu penses que tu pourrais pas traiter les mêmes sujets avec des jeux de plateau comme ça, que parce que c'est des adultes, il faut pas? Bah, il y en a qui le prennent un peu mal de faire du jeu. Parce que donc, une fois ou deux, on s'est dit, bah, on va emmener des jeux de société, on va proposer les différentes choses et puis on va voir un peu ce qu'ils veulent faire. Les jeux de société n'ont pas eu beaucoup de succès. On leur disait, bah voilà, on peut vous proposer, soit vous vous mettez dans la peau d'un personnage par un jeu de rôle. Alors déjà, comme il y a marqué jeu de rôle, ça passe. Si on dit juste, sinon, on peut vous proposer, il y a ce jeu où comme ça, vous touchez un petit peu tel point et tel point. Un jeu? Ah. Alors il y en a certains qui regardent un petit peu, etc. Mais globalement, quand même, on a moins de succès avec les jeux de société classiques, on va dire. Je sais pas ce que c'était sur le terrain, mais ta présentation là est vachement moins convaincante pour le jeu que pour le jeu de rôle. De quoi? Ta manière de le présenter est vachement moins convaincante pour le jeu de plateau. On sent que tu crois pas déjà. Non mais c'était... ouais, non, quand on l'a présenté, c'était pas comme ça, mais... Non, c'est sûr, mais parce que... Oui, non, j'imagine que je l'avais beaucoup mieux vendu sur le moment, mais là, effectivement, je le vends pas bien. Plus largement sur la même question, ça c'est par rapport au public auquel vous adressez. Toi, tu répondais déjà un peu sur les professionnels qu'il y a autour. Par rapport aux autres professionnels ou aux parents, aux profs quand c'est des classes, aux parents quand tu accueilles les enfants, comment ils le prennent et quel discours vous avez sur le fait qu'ils payent pour un rendez-vous ou pour une intervention et vous allez les faire jouer? Moi, j'ai envie de dire que, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas eu de discussion de méthode. D'accord. Que ce soit par le jeu ou par le cirque ou par la lecture ou quoi que ce soit, tant qu'il y a un travail qui se fait. Il y a des feedbacks qui restent positifs. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir... parce qu'à chaque fois, je vois quand même les parents dans le cadre du cabinet à la fin pour faire un débrief ou recueillir aussi leur retour à eux de ce qui a pu se passer. C'est arrivé que c'est commencé par... j'ai entendu, ça rigolait bien. Hein, mais alors, peut-être que c'est de la naïveté. J'ai jamais vu de reproche là-dedans. Et puis souvent, c'est l'enfant qui va répondre. Qui va dire, ouais, j'ai fait un jeu, c'était trop bien. Tu sais, on a fait ça, ça. Et après, les parents ne m'ont jamais demandé, ah bon, et ça marche, ou c'est utile. Donc, par accord implicite, je pense que ça se voit. Si jamais la question se posait, pas de souci pour justifier. Pour justifier, parce que j'estime que c'est pas une justification, ça sera plutôt une présentation. Une argumentation. Enfin, voilà. Moi, c'est pas une justification. Mais tu ne te sens pas inquiète sur le fait d'avoir à le justifier? Ah non, pas du tout. Tu peux l'argumenter. Pas du tout. Oui, pour moi, justification, c'est absolument pas péjoratif. C'est juste dire pourquoi je bois de l'eau parce que j'ai soif. Voilà. Et non, mais personne n'est dupe, pas les parents. Quand il y a un jeune qui vient en rééducation, ce qui me concerne, c'est que c'est pour de la rééducation et que le jeu n'est qu'un moyen et pas une fin. Et alors, on pourrait passer une demi-heure ultra sérieux à faire les exercices au top
pour avoir la meilleure amplitude, enfin je sais pas quoi, n'importe. Mais c'est beaucoup plus utile de savoir qu'on va faire 50 séances, voilà, avec peut-être un rendement un petit peu moindre, plutôt que 3 séances à un rendement plein, mais qui vont pas du tout faire en sorte que le patient accroche, qui va se barrer, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais voilà la notion que le jeu, il est là comme moyen et comme accroche il s'insère vraiment dans ton fonctionnement professionnel. Et puis, ce qu'implique Gauthier dans ce que tu dis, et qui à mon avis se voit autant le regard de l'établissement quand ils accueillent l'association avec les jeux, ou le regard des parents ou des personnes quand ils viennent en démarche, c'est qu'il y a quelque chose de contractuel, quelque chose qui s'explique déjà à l'avance, avec une demande, et puis nous on a expliqué à chaque fois par quelle modalité on va répondre. C'est-à-dire qu'on a pu présenter, on a plusieurs outils, ou alors on va aborder telle question, de telle façon. Donc je pense qu'après, là on n'est plus dans la question du « Ah oui, jeu de société, j'ai des préjugés dessus ». Là ça va être discuter la méthode d'un professionnel à qui on a fait confiance dans le cadre d'un contrat. Je pense que là c'est quand même une autre dimension que juste dire que le jeu... Le jeu, ce que tu dis, dans votre argumentaire, il est bien... présenté et justifié comme outil dans une démarche professionnelle. Oui, au même titre que les autres outils qui sont susceptibles d'être utilisés. Alors nous, quand même, des fois, ça va être les chefs d'établissement qui font la demande. Et du coup, c'est vrai que les professeurs ne sont pas forcément informés en avance. Et donc, des fois, ils regardent un petit peu genre, ah bon, on va voir ce qu'ils vont faire. En général, comme c'est le chef d'établissement qui a fait la demande, ils se disent, bon, si il doit savoir, on va laisser faire, c'est carte blanche, etc. Puis souvent, ils sont assez étonnés du résultat parce que ils vont se dire, oula, mais en fait, ils ont réussi à faire parler nos jeunes sur certaines choses que nous, on n'arrive pas. Donc, finalement, après, je pense que c'est assez légitimé dans le sens où... Hein ? Par les résultats. Par le résultat, oui, parce que souvent on arrive justement à débloquer des choses, etc. Et surtout, des fois, on les surprend énormément parce que, comme nous, on connaît aucun des élèves, et nous, on n'a pas de préjugés au début sur eux. Donc, nous, tout le monde a la même parole, etc. Et du coup, ils vont par exemple nous dire, je me rappelle une fois, ils nous ont dit oh, c'est tellement étonnant que tel élève ait participé autant alors que lui il ouvre jamais la bouche. Un autre moment c'était oulala, alors lui faites attention à lui, c'est un vrai cancre. Alors que nous, mais ça a été un amour pendant tout le cours parce qu'il était intéressé et que, enfin voilà. Donc c'est vrai que nous, on arrive des fois à faire sortir des choses que eux pas forcément parce que on ne connaît pas les élèves avant. Et vous n'êtes pas pris dans, vous n'êtes pas dans le cadre. Vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas du cadre, vous n'êtes pas pris dans le quotidien. Oui, et aussi voilà, parce que comme on est là justement pas en tant que professeur ultra cadré, etc. Les élèves le vivent différemment aussi qu'un cours classique. Et donc c'est pour ça qu'ils nous laissent aussi et qu'il n'y a pas de souci au niveau du jeu, parce qu'ils savent qu'on n'est pas exactement dans l'enseignement. Si on arrivait et qu'on disait aux professeurs on va leur enseigner ci, ça, et que là ils nous voyaient avec des jeux, je pense qu'ils réagiraient moins bien. Mais comme ils savent qu'on est là un petit peu entre la récréation et l'enseignement... Sans marcher sur leur plate-bande. Voilà, c'est ça. Voilà, du coup, c'est plutôt bien pris, il n'y a pas trop de problèmes. Je rebondis sur ce que tu disais, ça permet de faire sortir des choses qui ne diraient pas... T'en parlais par rapport à votre posture et vous intervenez pas en tant que prof. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça qui vient du jeu ou c'est uniquement le fait que vous veniez de l'extérieur et que vous soyez d'autres personnes? Alors là, je sais pas trop dans le sens où, comme j'ai pas été un professeur qui aurait utilisé le jeu, je peux pas dire si le jeu a vraiment quelque chose de spécial ou si c'est parce qu'on est un intervenant extérieur. Ça, faudrait tester avec un professeur qui fasse des Intuitivement, jeux. L'idée ou pas? Je pense que le fait qu'on soit extérieur a plus d'importance que le jeu. Je pense, personnellement, je pense ça, parce que je pense qu'ils auraient peur de dire des choses à leur prof, sachant que le lendemain, ils vont le retrouver en prof normal, par exemple. Voilà. Mais... Toi, Clément, tu utilises le jeu ou pas? Ou c'est pas possible parce que tu as le programme à respecter parce que alors, si tu écoutes les profs, c'est pas possible. Ouais. En vrai, tu as quand même la liberté d'enseignement qui est très très importante. Et du coup, tu peux faire à peu près ce que tu veux en cours, du moment qu'effectivement le programme fait. Et en fait, moi, ça m'est arrivé d'utiliser pas mal de jeux, surtout avec les plus bas niveaux. Notamment, tu vois, en 5e, en physique, tu commences en 5e. Et là, il y a vraiment moyen de les accrocher. C'est pas vraiment du jeu formalisé, quoi. C'est plus
petits défis, donc je rejoins la notion de défi tout à l'heure. Et c'est vraiment plus des défis, à votre avis, on va les classer dans différentes choses, etc. Et là, tout de suite, ils réagissent à fond parce que voilà, c'est pas celui-là, il y a le côté, c'est pas le cours de d'habitude. On n'est pas en train de gratter une feuille. Et donc moi, je pense, contrairement à ce que disait Colline, que la forme jeu apporte vraiment une liberté de parole. Et voilà, par exemple, moi j'ai fait, pour donner un petit exemple, j'ai commencé un cours sur les métaux. Et je demande, bah voilà, c'est quoi un métal? Je demande ça, des élèves de 5e, ils sont perdus. C'est normal. C'est pas faux, C'était en 3e d'ailleurs, c'était en 3e. Mais même... Et je leur demande c'est quoi un métal? Alors là ils sont perdus, et plutôt que de leur faire un cours, un métal, machin, blabla, numéro atomique, là, et ben en fait là j'ai commencé par leur dire, à votre avis, bah, dites-moi, c'est quoi un métal? Et du coup là on a commencé à les classer, je les ai mis au tableau, puis après on les a éliminés au fur et à mesure, et puis après il y en avait certains, je fais, là vous êtes sûr c'en est un, etc. Et voilà. Et en fait du coup on a beaucoup parlé sur qu'est-ce que c'est un métal, et finalement, après, forcément comme c'est un cours, après j'ai dû reformaliser ça en reprenant, bon maintenant vous prenez votre cahier, machin. J'ai fait beaucoup de travail sur brouillon, comme ça, avec une dimension de jeu. En fait. Mais c'est le mot que tu dis, c'est dimension de jeu. T'arrives avec le même cadre, mais en mode Oui, ludique. c'est ça, c'est presque un thème de quoi débattre des heures, c'est est-ce que c'est encore du jeu? C'est du participatif et c'est encore du jeu, qu'est-ce qu'il en reste? Je crois que ce mot il est important, participatif en fait. Avec un maître de jeu. C'est du jeu, enfin, à partir du moment. Ouais, non, mais si, parce que j'avais assisté à un débat sur la musique. C'est quoi la musique? Est-ce que le son d'un camion ça peut être de la musique? Est-ce que Messiaen c'est de la musique ou c'est du bruit? Stockhausen c'est inécoutable, mais voilà. Et alors, je résume en une phrase ce qui a été dit en 2 heures, mais globalement, tout peut être de la musique à partir du moment où c'est perçu comme tel. Et enfin voilà, je crois qu'on rentre bien là-dedans, quoi. Le jeune qui vient faire sa rééducation, enfin voilà, à partir du moment, n'importe quel truc, à partir du moment où on a plaisir à jouer soi-même, la question sur laquelle ça ouvre, mais on va pas continuer sur celle-là, je vais relancer sur autre chose. Mais c'est comment tu fais pour présenter une activité pour que la personne choisisse de dire que c'est un jeu, vu que c'est pas toi qui le choisis. Mais là on s'en éloigne sur des considérations beaucoup plus larges. Alors, moi c'est très rapide, ma casquette de l'APF, je les laisse choisir le jeu. Oui, là c'est des jeux voilà. pas très discutables. Et en réduc, je les laisse pas choisir. Parce que je suis très paternel. Ouais, non, mais je suis un peu. Je suis directif. Enfin voilà, c'est une orientation personnelle. Et j'ai d'autres collègues qui sont pas du tout dans cette optique-là, mais alors après, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Il faut essayer de recibler pour trouver le truc ludique qui fait que le jeune va accrocher. Donc je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour cette question. C'est de manière plus large. Continuer sur le thème général, vous avez tous parlé de ça comme quelque chose qui fait partie de votre pratique professionnelle. Vous diriez que ça fait partie de vos compétences professionnelles, cet usage du jeu, ou c'est un machin en plus, un truc bricolé? Tu nous demandes si en fait l'usage du jeu, on la considère comme une Est-ce que ça fait partie de vos compétences professionnelles? C'est une compétence ou un outil? Alors moi j'ai envie de dire que c'est une compétence d'utiliser comme outil des choses qui ne sont pas directement liées à la pratique. Ouais. Après, je ne vais pas mettre sur mon CV pratique... Si, je l'ai mis sur mon CV. Mais je ne l'ai pas mis dans les compétences professionnelles. Non, je pense que c'est une compétence d'utiliser comme outil le jeu au même titre que tu le fais avec de la musique ou des livres ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est une compétence professionnelle. Après, effectivement, moi j'ai mis que je faisais du jeu de rôle, du jeu de société parce que quand il est question de se présenter avec le savoir-être aussi, tu présentes qu'est-ce que tu amènes d'original et qu'est-ce que tu n'as pas peur d'amener dans ta profession. Okay. Et voilà, ça donne une dimension un peu plus humaine aussi, mais je ne vais pas non plus dire que c'est the must-have des compétences de la profession. J'en étais pas là. Moi du coup, au niveau de mon CV, moi je ne l'ai pas mis tel quel non plus, parce que moi déjà les jeux que j'utilise, je vois ça comme un outil, parce que nous on appelle ça donc les outils pédagogiques,
Et c'est vrai que du coup, bah, voilà, c'est un outil comme un autre, comme les jeux de rôle, comme le théâtre, comme peu importe en fait, tous les outils qu'on utilise. Et du coup, nous, les compétences, ça va plutôt être l'animation d'un groupe, ça va plutôt être bah, les interventions, etc. quoi. Donc je le mets pas en tant que le jeu, mais voilà, outil pédagogique en règle générale. Tu veux parler avec le théâtre. Le théâtre, ça fait partie des compétences professionnelles qui peuvent être reconnues dans les milieux d'animation. Je suis pas dans le milieu de l'animation. On pourrait discuter sur l'animation. Je dirais que c'est pas que en fait, parce que ça c'est une partie de mon boulot, mais en fait c'est pas du tout la majorité. C'est pas que ça en fait mon boulot. Oui. Non, donc oui, j'ai une part d'animation dans mon boulot, c'est clair et net que j'ai une part d'animation, mais c'est pas que ça en fait. Pour moi ça c'est qu'une petite partie en fait. C'est pour ça que oui, je le mets comme animation, etc. Mais ouais, voilà, c'est une compétence parmi d'autres. Moi, c'est du bricolage. Moi, non, mais parce que le public auquel je m'adresse maintenant, c'est plutôt ados, jeunes adultes. Avant, je m'occupais d'enfants, donc effectivement, il fallait plus cogiter sur la façon d'amener les choses et les exercices. Alors, ça choque, mais effectivement, c'est des exercices rééducatifs qu'on propose, mais on les présente sous un angle ludique pour qu'il y ait adhésion, quoi. Mais non, c'est du bricolage. Tu te construis petit à petit. Voilà, ouais. Qu'est-ce que le jeune aime? Enfin, ouais. Alors du coup, dans ce que j'entends, j'imagine que vous n'y avez pas été formé, si pas que c'est une compétence professionnelle spécifique. Ou si, vous y avez été formé? Alors, ça dépend comment on considère le formé. Si c'est formé scolairement, universitairement, non. Après, moi j'ai quand même suivi des formations en animation. Par exemple, j'ai suivi c'était sur les outils pédagogiques, sur l'EADSI, c'est-à-dire éducation au développement et à la solidarité internationale. Donc là, j'ai eu des week-ends de formation sur comment gérer un groupe, comment aborder telle question, qu'est-ce qu'on laisse faire, qu'est-ce qu'on laisse pas faire. Donc oui, j'ai eu une sorte de formation quand même là-dessus, mais voilà, je suis pas formée, par exemple, sur tel jeu ou tel jeu. Dans cette formation, il y avait des choses sur le jeu? Oui, mais sur les jeux, pas sur les jeux de plateau comme on peut trouver ici, mais plutôt sur tous les outils pédagogiques qui sont dans le domaine, on va dire. Parce que nous, on a vraiment nos outils à nous. Ça en en faisait fait. partie. Mais oui, il y avait tous ces genres de jeux, oui, on les a présentés. Chacun, on avait une soirée où justement on montrait nos outils pédagogiques. Donc on disait, voilà, moi j'utilise dans tel cadre, avec tel groupe, je l'anime de telle façon. Puis après, on en a fait quelques-uns pour illustrer. Mais après, de toute façon, on est formé surtout à réagir face à comment les autres agissent. Parce que c'est bien gentil de vouloir apprendre à utiliser un jeu, mais avec un groupe, ça va se dérouler d'une façon, avec un autre groupe, ce sera différent. Donc on est plutôt là pour parer à toute éventualité, plutôt que de dire, voilà, ce jeu, il se joue comme ça. Donc c'est vrai que là, c'est peut-être la différence avec les jeux, par exemple, à la triche, c'est que là, il y a des règles, etc., on suit des règles, alors que les jeux qu'on utilise, les outils pédagogiques, il n'y a pas vraiment... c'est pas pareil, quoi. C'est moins cadré et c'est plus par rapport aux réactions des gens, quoi. Ouais. Je sais pas si c'était bien clair ce que je voulais dire, mais... Sur cette même question, Marie, est-ce que tu as eu quelque chose qui relève de la formation? Moi, je dirais qu'il y a deux choses différentes, deux temps différents. Le premier temps, c'est que pendant mes études, j'ai toujours été animatrice puis directrice dans des milieux où on utilise toujours le jeu. Alors après, c'est pas forcément de société, mais pour faire passer une formation, pour faire passer quelque chose, le jeu est très présent. Assez naturellement, pendant les stages ou pendant les mises en situation qui étaient plus académiques, timidement, avec d'autres, c'est pas moi qui ai inventé heureusement, mais voilà, il y a l'idée de faire venir le jeu à ce moment-là. Et puis, assez rapidement, dans les premiers endroits où j'ai exercé aussi, j'ai vu que ça existait et c'était pratiqué par d'autres depuis bien plus longtemps que ce que moi je pouvais penser aussi, et que ça marchait vachement bien. Donc j'ai appris un peu avec le côté tâtonnement de « Ah, si ça marche dans ce milieu-là, peut-être ça peut marcher dans d'autres milieux. Et puis parce que j'ai aussi eu la réponse que « Bah ouais, ça marche bien, regarde, on fait pareil ». Et je dirais même que j'ai beaucoup plus appris déjà en assurance et dans les possibilités avec le média, en étant déjà sur le terrain,
que même avant, pendant qu'il y avait toutes les autres formations qui sont innombrables et toutes nécessaires. Et juste du coup pour compléter, un peu comme Marie, c'est sûr que le terrain, c'est là où on a notre meilleure formation. Hein. Et donc c'est vrai que moi, quand j'ai fait mes premières interventions, j'étais juste en spectateur pour voir comment ça se passait. Et c'est là que j'ai appris le concret, on va dire. Donc ouais, je pense que pendant nos stages, pendant nos premiers contrats, bah, c'est là qu'on suit et puis on voit comment ça se passe. Et puis un jour on se lance et c'est nous qui animons le jeu. Et puis voilà, ouais, c'est le terrain qui est une des formations principales. Quoi. Vous en parlez à des degrés différents, comme des trucs que vous bricolez, que vous apprenez sur le tas en le transmettant de professionnel en professionnel. Est-ce que c'est des choses qui vous semblent... Est-ce qu'à votre avis, ça mériterait d'être plus structuré et de donner lieu à quelque chose de plus reconnu et d'avoir une vraie formation autour? Alors, si je suis pas une grande fan de la structure et de l'officialisation en règle générale. Tu apprends ton métier après le diplôme, de toute façon. Ouais. Non, mais oui. Ouais, mais sur la base de ce qu'on t'a donné avant aussi. Non. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que... Pardon, vas-y, termine. Et puis, Mais en fait, je pense que limite, là, on était bien parti pour faire à deux voix, parce que là, je suis d'accord avec toi, c'est que ça devient intéressant et ça devient utile, les outils qu'on t'a appris, à partir du moment où tu te les es appropriés. Et il y a quelque chose qui t'est personnel, que tu le veuilles ou non. Après, on peut tous adhérer à quelque chose, même si j'avais pas connu le jeu de société avant, même si j'aimais pas ça, j'aurais pu l'utiliser comme outil. Je me le serais pas forcément autant approprié aujourd'hui. Dans ces conditions, formaliser, faire une unité d'apprentissage, utilisation du jeu de société dans leur médiation, déjà je trouve que c'est vraiment trop tôt dans tout ce mais ça pourrait être la formation professionnelle quelque chose après quelques années d'expérience. Mais dans ces conditions, j'ai envie de dire, vaut mieux ouvrir sur un champ de possible et faire pas une formation jeu de société, mais une formation, amener un outil insolite et puis on va voir comment on peut l'utiliser, quoi. D'accord, il n'y a du coup pas de spécificité de jeu de société, comme n'importe quel outil un peu bizarre. À partir du moment où tu te l'es approprié et où ça fait partie de quelque chose que tu as envie aussi d'utiliser. C'est pour ça que je me rends compte, encore manque de structure, hein, mais ouais, c'était un petit peu ça que je voulais dire, c'est que ce que tu apprends après au contact des gens, en fait, au contact des gens et de la matière que tu as à faire, bah, tu apprends des choses différentes. Je ne sais pas si on pourrait le transmettre de façon formelle. Je pense que c'est plus ça, c'est que je ne sais pas si c'est possible d'apprendre de façon formelle quelque chose que tu fais surtout au feeling et d'expérience. Ouais, c'est important quand même. C'est amusant. Tu aurais le même discours sur le reste de ta pratique? Sur certaines parties, oui. Non, mais c'est une vraie question. Mais après, est-ce que le reste de ta pratique relève aussi de choses qu'on ne peut pas formaliser, qu'on ne peut pas transmettre parce que tu le construis? Pas pour la majorité. Ta formation de départ ma formation de départ, on nous a dit dès le départ qu'on avait tout intérêt à avoir un autre objectif que celui pour lequel on était venu, parce que voilà, c'est une personne sur 10 sort avec un diplôme, et puis lequel, et puis quand tu passes par plusieurs facs, qu'est-ce que tu récupères? Quand tu es actif, qu'est-ce que tu mets dans ton sapin de Noël pour faire la décoration que toi tu attends? Et au service de quoi? Donc je pense que de toute façon, tu as un parcours personnel en plus des outils qu'on te donne. Non seulement il y a des choses qu'on m'a apprises qu'on m'a apprises non formellement, j'utilise, et puis il y a des choses qu'on m'a apprises formellement que je serais bien incapable d'utiliser. Parce que voilà. Et du coup, je pense que c'était plus intéressant de revenir sur ce que Non, parce que bon, moi, voilà, kinésithérapie, jeu de société, bon, clairement, il n'y a rien à voir. Et alors, bon, le jeu, pourquoi pas, mais la kinésithérapie, il y a un peu 15 métiers différents. On peut bosser en pédiatrie, on peut bosser en réa. Bon, en réa, le jeu, pouf, il n'y a pas besoin. Enfin, voilà, moi j'en suis. Enfin, voilà, bon, ça fait 12-13 ans que je suis kiné. Ça fait que 5-6 ans que je me suis remis au jeu de société. Enfin, voilà. Clairement, dans la formation, il n'y en a pas besoin. Côté ludique, on y revient parce que on a bossé, enfin parce que moi j'ai bossé essentiellement en pédiatrie, quoi. Et c'est tout. Sinon, voilà, quoi. Alors après, je pense que il y a une part d'un truc viscéral qui remonte à l'enfance, c'est-à-dire que voilà pourquoi toi tu prends plaisir à telle ou telle chose, c'est parce que c'est un jeu pour toi, et tu te rends bien compte qu'un enfant, moi alors
qu'est-ce que je pourrais lui faire pour que il monte à cette échelle-là ou machin truc, et tu vas commencer à accrocher un doudou, tu vas commencer à inventer un jeu, des règles petit à petit qui font que il aura effectivement la même envie viscérale d'aller chercher ce doudou là-haut, etc. etc. Mais ça répond à aucune formation, ça. Enfin, je pense, très honnêtement, ça. Mais bon, moi, c'est une tranche très particulière qui est pas dans l'animation, qui est pas dans le jeu, donc je sais pas si c'est... Mais du coup, moi, je les rejoins aussi quand même là-dessus, que pour moi, la formation... Bon, après, parce que moi, je suis quand même dans le domaine de l'humanitaire, et pareil, j'ai dévié un petit peu, parce que pour moi, les jeux, c'était une façon de... Mais on n'a pas tous cette façon-là de sensibiliser. Moi, je l'ai choisi celle-là parce que j'aime le jeu et que pour moi, j'arrive à faire passer des messages là-dedans. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que là, ce que Marie disait, le feeling est hyper important. Moi, je le sentais comme ça. Il y en a d'autres, ça va être d'une autre façon. Donc, si on se forme, par exemple, dans l'humanitaire à faire ça, ça me paraît bizarre. Et enfin... Non, je pense que ça doit venir de chacun de nous, quoi. Si on a envie d'utiliser le jeu, de toute façon, on trouvera des moyens de trouver des jeux qui correspondent. Par expérience, on va voir, tiens, ça a fonctionné avec tel groupe, ça avec tel groupe. Et finalement, on se fait notre parcours petit à petit. T'as pas l'impression que du coup, chacun réinvente la roue de son côté? Réinvente quoi? Tu repars de zéro et réinvente tout de son côté en bricolant? On réinvente forcément des choses par rapport, oui, ici un peu, mais par contre, nous, il y a quand même après des plateformes où on partage nos expériences, où on échange, etc. Et ce qui est important, c'est plutôt les échanges de pratiques. Et ça, pour toi, ça rentre pas sous le terme formation? Non. Une formation dans le cadre de formation. Pour moi, ça c'est de la coopération, de la mutualisation. Pour moi, c'est pas de la formation. Moi, j'aurais pensé justement que dans un métier, alors tu dis humanitaire, enfin, moi je le vois comme un métier social, ce que tu fais. Peut-être que c'est un terme qui convient pas, j'en sais rien, mais effectivement, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas mon domaine du tout, quoi. Mais moi, c'est le mot formation, je le vois beaucoup trop. Moi, ça, c'est de la co-formation. Ouais, co-formation, déjà, ça me va mieux. Mais formation, pour moi, je le vois beaucoup trop calé. Tu nous disais, t'en as fait plein des formations. Oui, mais c'est... Bah oui. Ouais, voilà, en fait, moi, je vois formation comme diplôme, en fait. C'est peut-être mon terme qui était... Ouais, en fait, moi, je pense à un diplôme, par exemple, faire un diplôme en animation. C'est pas ce que je sous-entends. Je crois que tu parlais de formation académique frontale, ouais, voilà, et il y a d'autres types de formations. Ouais, c'est ça, en fait. Comme quand tu parlais de formation en animation, c'est avec d'autres pédagogies et d'autres fins que quelque chose de très formel. Ça demande quand même de structurer et de formaliser ce que tu vas transmettre. Des outils. D'où savoir quel va être l'objectif en lui-même et qu'est-ce qu'on spécialise et qu'est-ce qui va être le centre. Si tu formalises l'utilisation de quelque chose ou c'est jeu de société. Voilà, ça c'est plutôt faire une formation juste pour dire faut utiliser le jeu de société et on l'utilise de telle manière, ça me paraît bizarre. Par contre, après, faire une formation sur finalement c'est l'ingénierie de formation, c'est-à-dire comment on met en place une intervention, comment on fait quand on a un public pour connaître notre public, en fonction du public développer ci, ça. En fait, ça à la limite, oui, cette partie-là, qu'il y ait une formation derrière, oui, mais une formation pour dire, dans tel cas, il faut utiliser tel jeu, dans tel cas, il faut utiliser tel jeu, ça, non, je vois pas l'intérêt. En général, pour utiliser du jeu, il y a des manières de l'animer. Ça, c'est pour toi pas non plus légitime comme transmission spécifique. C'est-à-dire pas un jeu comme tu animes un autre outil. Attends, tu peux répéter Tu n'animes pas un jeu comme tu animes un outil, comme tu animerais du théâtre ou de la musique. Je sais pas là. Non, là c'est vrai que ça peut en dire là-dessus. Du coup, vous parliez, moi je vais conclure là-dessus, puis après s'il y a des questions pour finir, vous en parlez en termes de bricolage, de se construire son truc. Pour finir sur le thème de nos rencontres, la triche a joué un rôle pour vous, chacun, sur ce bricolage, cette construction de vos outils? Alors, moi je bricole moins peut-être que mes collègues, donc c'est peut-être... pour moi que ça sera plus facile de répondre que oui, ça joue un rôle parce que ça me permet d'être devant d'autres jeux que j'aurais pas connus sinon. Et le fait de prendre une boîte parce qu'elle est jolie et de découvrir avec des gens qui connaissent, enfin, il y a une formation d'une certaine façon. Sur la connaissance des jeux. Voilà, sur la connaissance des jeux et sur aussi ce qu'on peut en faire autre. Voilà. Donc oui, il y a eu un rôle formateur et puis de partage. Non négligeable. Moi, dans ma pratique professionnelle, non, parce qu'il y a beaucoup
plus ancienne que mon adhésion à la triche, ça n'a pas trop changé. Dans le cadre des animes APF que je fais, bien évidemment, oui, parce que c'est pas du tout la même approche. Effectivement. Et ni les mêmes jeux. Et puis, voilà, c'est vrai, manger du jeu, en faire plein, on découvre les mécaniques, etc. Et puis on a une sensibilité, de la même façon qu'on a une sensibilité au jazz, à la peinture, à machin truc. Il y a une sensibilité ludique qui se crée, qui fait que on est capable de plus facilement anticiper les goûts des autres en ce qui me concerne au niveau de la PF. Et du coup, moi, c'est... Les jeux, ça a toujours été quand même présent, moi, dans ma vie. Et du coup, le fait d'être à la triche, je pense que ça m'a aidé peut-être à voir les différents types de jeux. Et après, découvrir tout ce qui était le coopératif. Et du coup, après, avoir fait basculer ça peut-être un peu plus. Donc oui, je pense que ça a une influence aussi. Mais il y avait déjà une bonne partie avant, quoi. J'étais déjà sensible... T'es pas venu à la triche par hasard. Voilà, il y a ça aussi, c'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a des questions encore qu'on n'a pas abordées qui vous intéressent? Est-ce que vous jouez avec les personnes avec qui vous voulez transmettre un message? Et est-ce que vous sentez que jouer avec elles, au contraire, empêche de transmettre ce message ou le favoriser? Très bonne question. Tu veux répondre à ça? Ouais. Ça dépend des jeux. Parce que, donc, par exemple, nous, on a un jeu qui s'appelle le Diversonopoly, où le but, c'est vraiment de parler de soi à travers des questions sur les différences culturelles, etc. Et donc celui-là, on joue avec les élèves parce que là, on est tous là pour apprendre les uns des autres, pour voir un peu comment fonctionnent les différentes cultures, etc. Et du coup, on veut pas qu'il y ait un professeur et les autres qui jouent et donc ils sont sous notre regard, etc. On se met tous au même niveau, on est tous là, on répond aux questions et puis le fait que nous on se livre à eux aussi sur nos pratiques à nous, etc. Et ça les met beaucoup plus en confiance et ils ont envie d'échanger beaucoup plus. Donc alors bien sûr c'est des choses qui restent après dans le groupe et qui se discutent que entre le groupe. Donc dans ces cas-là on joue avec eux et là ça apporte vraiment quelque chose parce qu'ils voient qu'on est tous au même niveau et donc ils se sentent plus libres. Par contre après il y a d'autres jeux comme le Save the City. Comme on n'a pas envie d'influencer, on veut qu'ils découvrent par eux-mêmes. Là, nous, on a juste un rôle spectateur. Et là, ils jouent plus par eux-mêmes, à lire les cartes, à voir ce qu'ils peuvent faire. Et parce qu'on veut vraiment qu'il y ait un échange entre eux pour qu'ils coopèrent. Si on était là avec, ce serait sûrement biaisé. Donc ça dépend vraiment des jeux. Ça dépend de ton objectif. Et ça dépend de l'objectif aussi, tout à fait. Sur cette question, vous avez d'autres? Alors c'est peut-être juste pour nuancer dans la mesure où moi ça va être moins relatif au matériel lui-même, au jeu lui-même, mais bon, il y a plusieurs, on n'est pas rentré dans le détail exactement, mais il y a plusieurs notions dans le fait de jouer avec la personne, notamment qu'il y a une règle, même si on la modifie, on la respecte ensemble, il y a un cadre qui est le même pour tout le monde, ça c'est hyper important que ce soit en groupe ou en face à face. Et donc moi je joue aussi, alors je joue pas de la même façon que ce que je joue dans la vie privée, c'est sûr. Tu triches. Parce que je m'en fous, je triche. Non, mais voilà, ça je l'ai placé cette fois-ci, c'est bien. Non, donc forcément ça tu va. Joues pas pour gagner. Non, des fois même je joue pour perdre. Ouais, voilà. Souvent on triche pour perdre dans ces cas-là. Mais d'un autre côté, c'est important qu'il y ait quand même un échange et un même jeu avec deux personnes différentes. S'il y en a une qui voit que je m'amuse, ça va lui donner envie de peut-être de s'intéresser un peu plus, voir ce qui se passe. Enfin, que je m'amuse, c'est un grand mot, mais voilà, que c'est un vrai jeu et que pour moi aussi c'est un jeu. C'est pas seulement que je fais faire la marionnette en faisant une espèce de parodie de chef d'orchestre. Je suis dedans, je suis dans le bain avec et puis on fait le jeu ensemble. Et je pense que si je prenais pas du tout de cette dimension jeu pour moi, on serait pas dans l'échange, on serait pas ensemble, donc ça passerait pas pareil. Mais bon, en mettant des grosses guillemets, parce que ce discours-là, je te le tiens, parce que je ne joue pas de la même façon. Voilà, là-bas et ici. Ou ici et là-bas. Alors moi, dans le cadre de mes interventions à l'APF, globalement, je joue un petit peu de la même façon. Mais je suis mauvais joueur, donc déjà, voilà. Non, mais alors, je joue avec eux tant que faire se peut. Et aussi, alors, ça peut être critiquable, mais j'interviens beaucoup. En disant, alors là, tu ferais mieux de tourner la scène dans ce sens-là parce que tu as plus de chances de marcher sur tes tapis et de poser un tapis.
Alors, c'est pas... Mais je préfère devancer un petit peu les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, leur montrer un petit peu quelle stratégie adopter. C'est... Entre le jeu et le conseil. Comment ? Et parfois, alors bon, je leur demande 20 fois si je les soude pas trop, quoi, mais effectivement, je parle beaucoup pour qu'ils puissent voir effectivement peut-être quelque chose qu'ils n'auraient pas vu du jeu, et que effectivement, moi quand je joue, alors je joue pour gagner, j'exagère un petit peu, mais voilà, quoi, si c'est moi qui gagne, c'est moi qui gagne. Mais en même temps, j'essaie de conseiller un petit peu les uns les autres pour que. Par contre, j'ai vu des professionnels, des ergothérapeutes avec qui je bosse, mais alors là, pour le coup, dans le cadre du travail, qui pour le coup, elles expliquent les règles et puis elles se mettent totalement en retrait. Et si les stratégies sont complètement foireuses, c'est pas grave, elles n'interviennent pas. Et elles regardent faire. Et effectivement, c'est peut-être plus rééducatif parce que le jeune va se rendre compte qu'il a perdu, qu'il n'a pas vu tel truc, etc. etc. Tandis que elles n'interviennent même pas après la partie. Éventuellement, si, elles peuvent, mais moi j'aime bien conseiller, on dit un truc très con, mais voilà, quand tu fais mal à l'autre, c'est toujours assez jouissif, et à dire, mais si fais attention, si tu mets ton pion bleu là, et ben tu vas empêcher jaune de marquer 3 points, et ça va, et tout de suite, ben, les gens, ils sont... Alors, ça biaise le jeu, hein, je sais bien que ça travestit, c'est pas fair play, mais voilà, le but du jeu, c'est vraiment, est-ce que je vais sortir de table en n'ayant rien compris ou en ayant pris du plaisir, quoi. Et clairement, en général, cette façon de faire, ça marche à peu près. Du coup, c'est pour les aider à prendre du plaisir que tu interviens. Alors, peut-être que... ouais, enfin, je sais pas trop. Ouais, oui. Peut-être bien. Moi, j'avais une autre question. C'était, est-ce que donc vous utilisez des jeux, donc soit qui ont été déjà faits, soit des jeux normaux qui n'ont pas été spécifiquement faits pour votre travail, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de refaire un retour vers les auteurs, les créateurs de jeux, les différentes sources de vos jeux, pour dire, par exemple, je sais pas, votre jeu, ça aurait été super, mais pour moi, il me manque le fait que, par exemple, les cartes elles sont carrées et que j'aurais préféré des cartes rectangulaires, par exemple. Prends un exemple pertinent. Ouais. Moi honnêtement ça me vient pas à l'esprit parce que je m'en sens pas la légitimité, dans le sens où déjà je vais prendre ce qui m'intéresse dans le jeu. Et s'il y a quelque chose qui va me manquer, je vais prendre la liberté de le rajouter. Après, peut-être que c'est un tort, peut-être que les auteurs ne me laisseraient pas le faire, mais ça reste dans un cadre privé, strictement personnel, donc je ne sais pas si ça compte. Par contre, ça m'est arrivé sur des matériels faits exprès, des jeux qui étaient faits, des jeux d'apprentissage, parce que c'est un jeu qui va permettre d'eux, etc. Pour ce que j'en ai utilisé, il y en a qui ont été sympas, il y en a qui ont une vraie plus-value, il y en a 2-3 qui m'ont profondément choqué, ça on en avait parlé un peu en off, de jeux à message. Et là par contre j'avais fait le retour de faut arrêter ça parce que moi dans mon sens il y a quelque chose de très très choquant qui se passe. Mais tu ne t'en sens la légitimité que quand c'est des jeux affichés pour but pédagogique ou jeux à message? Oui, parce que je pense qu'il y a l'étiquette un petit peu utilisez-moi pour ça, et si ça marche pas à ce moment-là tu peux faire le retour. Après quand tu tronques la règle, bah tant pis pour toi s'il manque un morceau. Hein. Non, mais ça pourrait intéresser les auteurs d'avoir des retours sur des pratiques différentes de l'enjeu. C'est un public tellement restreint par rapport... Enfin, je vois les jeux de société qui sont vraiment des jeux de société. Et... enfin, je sais pas, moi, ça me... ouais. C'est tellement restreint que de toute façon, les gens qui veulent customiser les jeux pour leur public, ils le font... Enfin, tu peux... Enfin, ouais, je pense que... Enfin, moi, je vois les ergothérapeutes, là... je pense que ce serait une bonne idée juste pour avoir qu'on mette en lien sur la vidéo. J'avais fait une vidéo YouTube d'une journée jeu qui s'était passée au centre d'éducation motrice où je bosse. Je fais un petit peu de publicité. Mais voilà, c'est juste un petit clip. C'était une journée jeu. Les ergothérapeutes sortaient tous les jeux qu'elles avaient customisés pour les jeunes. Et puis, on s'amusait. Et on jouait. C'était tout, quoi. Il n'y avait pas d'autre objectif. Mais ça permet de visualiser un petit peu le travail qu'elles ont
Il y avait peut-être d'autres objectifs, mais voilà, l'objectif premier, c'était ça. Ça permettra de visualiser un petit peu. Et effectivement, le Pylos, un triomino géant qu'elles ont fait en bois avec toutes les... Alors, il ne faut peut-être pas dire les marques, on s'en fout. Mais voilà, et je pense que c'était beaucoup plus productif de faire ça que d'essayer de faire des retours aux auteurs, parce que c'est clairement... Enfin, c'est... clairement pas intéressant. Et puis, il y a toute une batterie de jeux pour les orthophonistes, les ergothérapeutes, de jeux éducatifs ou rééducatifs. C'est pas intéressant parce que c'est un public réduit. Ça, c'est la part qui intéresse l'éditeur plus que l'auteur. Oui, moi je parlais de l'auteur, hein, pas d'éditeur. Ouais, écoute... La question n'est pas de leur transmettre ça pour qu'ils fassent une version spéciale. Un scène plus grand pour les handicapés moteurs. Ouais. Moi je me dis, ou peut-être juste ça lui fera plaisir d'avoir un retour, d'inventer d'autres jeux, voir que ça peut servir à ça. Mais oui, c'est vrai que d'un autre côté, il y a un jeu, puisqu'on en est à, enfin en tout cas moi je cite les jeux depuis le début, il y a Anabi qui existe en 2 versions. Parce qu'il y a une version standard avec des cartes longues, avec des couleurs, et la réédition a des symboles pour permettre aux personnes qui distinguent mal les couleurs de pouvoir jouer quand même. Donc, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le matériel, c'est vrai qu'il y a eu un retour qui a dû être fait à un moment donné pour qu'il y ait cette amélioration-là. Mais ça, je veux dire, c'est le coup des... clairement, ce coup d'Anabi, c'est juste parce que il y a... il y a beaucoup de... Je ne trouve pas le terme. Comment ? Daltonien. De daltonien, oh là là, pardon, j'allais dire dalmatien. Il y a énormément. Non, mais voilà. Et parmi les joueurs, effectivement, tous les jeux sont profilés au niveau de la symbolique, etc. Pour que même les daltoniens puissent y jouer, parce que parmi les joueurs, il y a beaucoup de daltoniens, et je pense que c'est juste une question de public. Public est suffisamment large pour qu'on s'y penche, quoi. Et je pense que la part éditeur, effectivement, ça fera plaisir à l'auteur, mais ça fera pas, dire votre jeu, ça aurait été mieux qu'il fasse 2 mètres sur 2 mètres. C'est pas forcément. Comment ? C'est pas forcément. Ça peut leur faire plaisir. Oui. Non, mais moi, c'est le thème de la soirée, c'est que je trouve pour le jeu quand même quelque chose qui normalement est gratuit, qui sert à rien, que nous on est très attachés. Oui, ça peut moi, je trouve qu'il y a aussi une certaine noblesse à ce que ça puisse servir à des buts thérapeutiques, militants, etc., dans des milieux professionnels. Ouais. En termes de reconnaissance du jeu en général, c'est oui, pas effectivement. forcément inintéressant. S'arrête-t-on là-dessus? Est-ce que ça vous va? Parce que certains s'inquiétaient qu'on n'arrive pas à faire 1 heure, ça fait 1h30. Personne ne va regarder la vidéo. Bon, mais merci beaucoup en tout cas tous les trois, moi je trouvais ça super intéressant. Merci pour l'invitation.